session, on va dire la dernière session de la matinée, sur l'identité revendiquée. Et on va commencer avec Patrice Gaudin, qui est maître de conférence à l'université au sein du CNEP, le Centre des nouvelles études sur le Pacifique, qui nous parlera de l'identité kanak. Beau sujet. Oui, beau sujet, et puis en 20 minutes, effectivement, c'est un très beau sujet, surtout un très beau défi. D'autant plus qu'il fallait faire après la différence avec l'identité culturelle. Donc on s'est vu hier avec Emmanuel pour se partager le travail en se disant à quel moment on va faire la césure, et puis ça sera à toi d'aborder le sujet. Alors, bien entendu, parlant de l'identité kanak, la question, la double question qui se posait, c'était qu'est-ce qu'on entend par identité lorsqu'on ajoute le mot kanak. Et donc on a choisi ici de parler de ce que nous appellerions une identité sociale ou culturelle sans faire de grandes différences entre les deux, parce qu'on a du mal encore à savoir s'il faut en faire une ou pas. Et d'autre part, kanak étant un adjectif relativement nouveau au niveau local, il a quelques dizaines d'années, mais essayer de montrer que derrière ce mot, il y a bien des réalités qui existaient avant même que le mot n'existe. Alors, quelques caractérisations pour essayer de comprendre cette identité. J'ai choisi des adjectifs et puis quelques vues qui vont permettre d'illustrer les adjectifs que j'ai choisis. Le premier, c'est une identité plurielle, et la carte que j'ai choisie est une carte qui a été élaborée par l'Académie des langues kanak et qui vous présente un panorama de l'ensemble des aires coutumières, des 8 aires coutumières de la Grande Terre et des îles Loyauté, ainsi qu'une carte des découpages du point de vue géographique, des découpages des langues. Alors cette carte est intéressante dans le sens où elle montre effectivement une très grande diversité linguistique, ainsi qu'une diversité culturelle, si on admet que les aires elles-mêmes renvoient à des cultures. On pourrait beaucoup discuter de ça, puisque les aires culturelles elles-mêmes, en fait, il y a des variations locales extrêmement importantes. Et qu'il faudrait pouvoir montrer aussi ce que quelqu'un appelait, je crois que c'était Maître qui ont dit tout à l'heure, les districts, mais qui renvoie à ce qu'on appelait autrefois les maisons, c'est-à-dire des espaces de souveraineté traditionnelle. Et il y en avait à peu près une quarantaine sur la Grande Terre, auxquelles il faut en rajouter une quinzaine sur les îles Loyauté. Donc une très très grande diversité linguistique et une très grande diversité sociale. En même temps, cette diversité ne doit pas être mal comprise. Et je dirais, la carte peut ici être trompeuse. Elle l'est sur au moins 2 points de vue. Le premier point de vue, c'est sur le découpage linguistique qui fait penser que, bien entendu, les langues qui sont en Nouvelle-Calédonie, comme le Païchi, le Hadja, toutes les langues qui sont marquées là, ne sont parlées que dans l'aire dans laquelle on se trouve. En vérité, pas du tout. Il y a toujours eu un plurilinguisme traditionnel dans les sociétés, dans la société kanak, et ce plurilinguisme faisait que les gens se mariaient quasiment sur l'ensemble de l'archipel et voire au-delà. On sait que les gens de Maré, par exemple, se mariaient avec des gens de Tana, d'Anaïtom, avant l'arrivée de la colonisation européenne. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on parlait à peu près toutes les langues partout. Il suffisait que moi qui habitais Yingen, ma grand-mère maternelle soit de Maré et que ma grand-mère paternelle soit de Bélep pour que je parle les 2 langues de mes parents, plus les 2 langues maternelles ou grand-maternelles qui étaient là. Donc je pouvais très bien me retrouver avec 4 langues. Et quand j'ai commencé à arriver à travailler en Nouvelle-Calédonie, il n'était pas rare de trouver des gens qui parlaient jusqu'à 7 ou 8 langues différentes, sans compter le français. Donc cette grande diversité linguistique qu'on retrouve aujourd'hui sur Nouméa a toujours profondément existé, et ça c'est un premier point. Elle n'a jamais empêché le contact, on peut même aller beaucoup plus loin. En vérité, cette diversité linguistique, les linguistes, on en a encore discuté lors du dernier colloque sur les langues qui a eu lieu la semaine dernière justement à l'UNC, eh bien la diversité linguistique ne provient pas de l'isolement des communautés, mais au contraire de leur interaction, de leur proximité et de la manière dont elles développent des politiques identitaires où elles vont cultiver leurs différences, qu'elles soient linguistiques ou culturelles. Et il y a une réelle unité de ce monde-là par ailleurs,
Et pour ça, il suffit de prendre le vocabulaire local. Si je prends la langue Némi, qui est une des langues parlées dans la région d'Yingen, eh bien, si je désigne la Grande Terre, je vais la désigner traditionnellement comme la maison. Et la pointe, qui est la pointe sud de la Nouvelle-Calédonie, est appelée Mayenga, ce qui veut dire littéralement la pointe de la maison. Et si je vais du côté de Brode-Passe, c'est-à-dire de l'extrême nord de la Nouvelle-Calédonie, je vais l'appeler Wanenga, ce qui veut dire la porte de la maison. Et Paillé, c'est-à-dire la chaîne centrale, est totalement assimilée dans les discours à un immense poteau central reliant le bas et le haut de la grande maison que constitue Nous avons donc une unité culturelle, mais qui est une unité plurielle, c'est-à-dire avec des gens qui, en même temps qu'ils ont le sentiment d'appartenir à un même ensemble culturel, cultivent leurs différences à la fois politiques, linguistiques. Si ça vous intéresse, on pourra en discuter, même si ce n'est pas directement le sujet pour ce matin. Donc, première chose à noter, un monde pluriel, à la fois avec une unité, mais une unité dans la diversité, qui demande à être compris si on ne veut pas se tromper quand on parle de la société kanak. Ensuite, une identité relationnelle. En vérité, ce monde est pluriel parce que c'est un monde constitué de relations et dans laquelle la notion de relation est fondatrice de l'identité. En l'occurrence, que l'on prenne la Grande Terre, qu'on prenne les districts, qu'on prenne ce qu'on appelle les clans ou les subdivisions des clans, très souvent, parmi les mots qui vont être employés pour les désigner, on emploiera le terme de maison. Or, si on regarde le mode d'orientation dans l'espace, ou les désignations que les gens vont utiliser pour parler de leurs coutumes ou parler de leur identité sociale, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a toujours deux manières de parler de cette identité, deux manières de la penser. L'une qui repose sur l'ancrage, qui va être commune à toutes les formes de maison, mais l'une qui va ajouter à l'ancrage, l'autre, pardon, qui va ajouter à l'ancrage l'idée de relation avec un extérieur. C'est-à-dire que l'identité ne se constitue pas uniquement par l'ancrage, mais par le fait que, étant ancré, on peut rentrer en relation avec les autres et que les échanges, les relations de coopération, le commerce, les mariages, toutes les relations qu'on peut avoir avec l'extérieur sont aussi des éléments constitutifs de l'identité. D'où, effectivement, le plurilinguisme qui fait partie, justement, de l'identité des personnes. Alors, vous avez ici une représentation de la maison avec l'idée d'ancrage que j'ai représentée par ce cercle, et puis la distinction à niveau qui désigne des déplacements à l'intérieur de la maison. Et puis, on voit que la relation au bas, qui est la relation d'orientation dans cette société, eh bien, le bas renvoie à quelque chose qui est toujours au-delà de la maison. D'ailleurs, quand je sors d'une maison, dans la plupart des langues du Nord, je descends de cette maison. Et on va retrouver ça au niveau des appellations de la société et de la coutume, avec le terme « na » qui désigne la maison. Mais si vous prenez l'autre terme qui sert à désigner la maison et la demeure, eh bien, vous avez le terme « wanga ». Et si je le traduis littéralement, du point de vue de l'étymologie, ça veut dire en vérité la porte de la maison. C'est-à-dire que je désigne, c'est une synecdoque, on désigne le tout par la partie, comme les voiles d'un navire désignent le navire tout entier. Eh bien là, on a à travers la porte une désignation de l'identité qui est toujours une identité relationnelle. Il y a toujours un au-delà de soi avec lequel on peut être en relation. Et on va retrouver ça dans les désignations de la coutume. Le terme en émis pour désigner la coutume le plus utilisé, c'est souvent duhunmo, qui veut dire la vraie manière de rester. Et là, on voit l'importance de l'ancrage. Mais on voit la deuxième formule très couramment utilisée dans les coutumes aussi, venunhen, venunmo, c'est-à-dire manière de aller, manière de se déplacer et manière de s'ancrer. Et on voit donc que dans la coutume, les deux dimensions de l'ancrage et la relation d'échange sont les deux dimensions fondamentales de toute identité sociale, quel que soit le niveau de la division sociale où on se situe. Et pour montrer la complexité des relations qui vont en donner, si je prends par exemple la notion de relation sociale, qui va être appelée Pewangen dans la plupart des langues de la région de Yingen, je peux bien entendu traduire ça par P, c'est un préfixe qui indique la réciprocité, et Wangen est un terme qui a Wanga qui vient de toute une série de significations, sa solution, sa manière de faire. Enfin, il y a plein de significations pour ce mot-là, mais le sens premier, c'est wanga, c'est-à-dire c'est la maison. Autrement dit, toute relation sociale, c'est comment on est maison l'un par rapport à l'autre.
Et le fait d'avoir une relation sociale, reconnue comme telle, indique que l'on est forcément en relation l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'on appartient ensemble à une même maison. Donc la notion de maison, de relation, est inséparable de l'idée d'une commune appartenance, en sachant que, bien entendu, comme il y a plein de groupes et que je peux être parent et que je me marie avec plein de gens différents, j'appartiens toujours à plusieurs maisons, je n'ai pas qu'une seule appartenance. On insiste beaucoup sur l'appartenance du clan dans la société kanak. Elle est vraie, mais on dit par exemple que on appartient au clan de son père, mais qu'on sort du clan de sa mère. Et si vous allez dans le clan de vos grands-mères, que ce soit la grand-mère paternelle ou la grand-mère maternelle, eh bien vous apprendrez que vous êtes là aussi chez vous. C'est-à-dire que vous êtes de ces maisons-là. On a donc une appartenance relationnelle et multiple, avec des appartenances qui sont cumulatives. Pensez qu'il n'y a qu'une seule appartenance qui vaille coutumièrement dans le monde kanak, qui est une erreur courante, mais qui, à mon avis, demande à être sérieusement corrigée. Donc, ce terme de Pewangen désigne une relation d'appartenance commune. Et elle va se décliner à travers toute une série d'éléments que je vous présente ici. Alors, on n'a pas le temps, 20 minutes, c'est un peu compliqué, mais qui vous montrent, si vous voulez, qu'il y a 4 grandes dimensions à l'intérieur de cette relation sociale. Toute relation d'appartenance à une maison implique une relation de paternité, mais comme elle est relation de paternité de parenté, mais comme elle est une relation d'appartenance, elle va se décliner non dans l'ordre de l'affiliation comme dans le monde européen, mais dans l'ordre de la germanité. C'est-à-dire que dès qu'on demandera à quelqu'un comment ils sont parents, vous verrez que vous avez toujours quelqu'un qui va remonter à une relation frère-sœur ou frère-frère ou sœur-sœur. On va dans les générations ascendantes. Et donc, on a plein de modalités d'appartenance, mais qui vont se déclarer à travers cette forme de germanité. Alors, germanité qui va remonter à une paire de frères, ce que j'ai appelé homo-germanité, terme qui me sera reproché parce qu'on trouve qu'il est trop compliqué. Si on remonte à une relation frère-sœur, ça sera une relation dite d'hétérogermanité. Et puis, il y a une relation de germanité par les chefs. Je n'ai pas le temps là aussi de parler de tout ça, mais par exemple, sachez que quand je m'adresse au grand chef, donc à celui qui a le statut le plus important à l'intérieur de ma maison, je vais l'appeler Mahama, c'est-à-dire mon frère aîné, mon grand frère. En même temps, comme mon clan a aussi une histoire, cette parenté apparente aussi des localités. Tous les endroits où mon clan a eu une histoire et est passé, s'est enraciné dans le passé, j'ai des liens d'appartenance à ces lieux-là et j'appartiens à cette maison-là. Et ça, le fait d'avoir une co-résidence ancienne crée des formes de parenté, ce qui vous crée très vite, si vous pensez à tous les passés du clan, qui sont des migrations qu'il y a pu avoir, des itinéraires de dispersion des clans, en même temps qu'à tous les échanges qu'il y a aujourd'hui. Vous imaginez le réseau de liens de parenté que ça peut représenter, qui est absolument énorme. Même un jeune kanak aujourd'hui qui vous dit qu'il ne connaît pas la coutume, qu'il ne veut pas parler, si vous essayez de travailler avec lui et que vous faites un relevé de sa parenté, vous vous apercevez que très vite, vous avez plus de 100, 150, 200, 300 personnes qu'il est capable de nommer, avec lesquelles il est capable de dire quels sont les liens de parenté qui existent avec lui. Donc les liens de parenté sont une des dimensions. En même temps, la parenté n'est jamais séparée du rang. C'est-à-dire que les termes de parenté sont systématiquement aussi des termes qui vous donnent une hiérarchie de statut. Et on a parlé du frère aîné par rapport au frère cadet, mais il y a aussi les grands-pères dans un certain nombre de cas par rapport au petit-fils qui est le chef, etc. Et donc, on ne sépare pas parenté et statut à l'intérieur de cette société-là. Bien entendu, le fait d'avoir un lien de parenté et un lien statutaire vous donne aussi un lien à la terre. C'est-à-dire que dès que vous êtes parent avec quelqu'un, vous avez un lien à la terre. J'ai un lien à la terre prioritaire du fait de la hiérarchie par l'affiliation avec mon père, mais si ma mère vient d'un endroit, chez mes oncles maternels, chez les beaux-frères de mon père, j'ai aussi des liens qui sont des liens fonciers, même s'ils ne sont pas du même ordre statutaire que les liens. Donc ça aussi, c'est important de comprendre la complexité du lien à la terre dans le monde kanak. Et enfin, puisque toute unité est échange, eh bien, être parent signifie que nous allons échanger des richesses au moment des travaux de deuil, de naissance, de mariage, mais aussi échanger des enfants par le biais des adoptions. Si nous pouvons nous marier, échanger des femmes, échanger dans un certain nombre de droits des noms, échanger des terres, et que toute l'organisation de la société est balisée par des échanges. Être parent, ça veut dire échanger, mais rentrer dans le jeu des échanges, ça veut dire aussi devenir parent. Et on trouve cette relation qui est là. Et là, on voit, si vous voulez, que
puisque les échanges vont jouer aussi sur le rang. C'est-à-dire que dans la société canadienne, vous avez une double hiérarchie de statut. On vous parle tout le temps d'une hiérarchie coutumière. En vérité, la plupart du temps, les Européens ne voient pas qu'il n'y a pas une hiérarchie, mais il y en a au moins deux. C'est-à-dire qu'il y a la hiérarchie qui va être donnée par l'ancienneté, le lien à la terre, celui qui est l'aîné par rapport au cadet, celui qui est le premier émergé dans l'histoire des clans par rapport à celui qui a émergé après, celui qui est arrivé, qui a été le premier défricheur dans un endroit et qui sera ensuite... Bon, il y a toute cette hiérarchie-là, et en même temps une hiérarchie qui va être instaurée par le jeu des échanges, rapportée par les mythes, qui racontent comment, par exemple, un étranger est arrivé, et à un moment donné, on lui a donné la chefferie, et là, c'est pas la hiérarchie va être établie non pas par l'ancienneté, mais par au contraire quelqu'un qui est le dernier arrivant. Et donc il y a toute une hiérarchie des échanges, et ces deux hiérarchies coexistent en permanence. Ce qui fait que, si vous voulez, dans cette société-là, vous ne pouvez pas être quelqu'un qui ait le statut premier dans les échanges et en même temps ne pas reconnaître dans d'autres circonstances la prééminence de celui qui était là avant vous et qui est un autochtone. Il y a donc toute une hiérarchie d'une complexité assez grande et qu'il est important de comprendre. Donc voilà une sorte de panorama un peu de ces relations-là, qui sont héritées, bien entendu, de la période précoloniale et qui, en même temps qu'ils sont héritées de la période précoloniale, continuent aujourd'hui de gouverner une bonne partie de l'identité des personnes. Maintenant, on ne peut pas se contenter de parler de la tradition, même si c'est fondamentalement important, et l'identité kanak est aussi une identité historique qui s'est constituée à travers toute une série d'événements dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je ne vais pas vous reconstituer la totalité de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, je vais retenir deux fragments, et partiellement, deux fragments de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Le premier qui correspond au fait que les Kanaks ont été christianisés et que cette identité religieuse est devenue une composante absolument importante de leur identité, et en même temps que, bien entendu, ils ont été colonisés et que cette colonisation a brouillé pour une partie de l'identité dont j'ai parlé tout à l'heure, ne serait-ce que parce qu'en déplaçant les clans, on a modifié la capacité de l'identité à pouvoir s'enraciner, par exemple, dans la terre, ou que les missionnaires, en convertissant les gens et en changeant les structures familiales sur la base des religions et non plus simplement des alliances traditionnelles, eh bien, a modifié les relations entre les personnes et les relations des échanges. Mais en même temps, qu'il y a eu cette modification et qui est restée durablement dans les consciences jusqu'à aujourd'hui, le fait d'être un peuple colonisé, il y a aussi tous les souvenirs des résistances qui ont pu avoir lieu. Et je vous cite par exemple la période qui va entre 1843 et 1870, où à partir rien que des archives, on a plus d'une soixantaine d'actes de résistance à la colonisation, sans compter 1878, dont tout le monde a entendu parler, qui était dans la région de la Foix, Saraméa, Farino, etc., le grand soulèvement mené par chef de guerre Ataï, et en 1917, la dernière grande rébellion armée de forme un peu traditionnelle qui a pu avoir lieu. Donc, une résistance à ces éléments-là. En même temps, cette identité est aussi liée à d'autres éléments historiques absolument fondamentaux. Et à quelque chose qui est souvent ignoré dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est que la Nouvelle-Calédonie est une terre où il y a eu une première tentative de décolonisation à partir de 1945. Et que ça, c'est dans les mémoires, même si souvent on l'oublie. C'est-à-dire qu'en 1945 se met en place, suite au discours de Brazzaville, à la constitution de l'Union française, progressivement, une forme d'autonomie politique en Nouvelle-Calédonie, avec parfois des compétences plus larges que certaines que nous avons récupérées aujourd'hui, et que les gens vont investir ce processus de décolonisation à travers une forme d'autonomie revendiquée. On ne demande pas l'indépendance, on ne demande pas la départementalisation, on va devenir un tome et on va essayer de créer une communauté de destin qui disait pas son nom, mais qui disait deux couleurs, un seul peuple, il faut qu'on soit unis. C'était la vieille Union calédonienne, alors avec sans doute bien des critiques, mais une vraie tentative de décolonisation, et qu'en 1961, avec la loi Jacquinot, puis ensuite les lois qui vont venir, Billotte, etc., l'État va unilatéralement reprendre la main en Nouvelle-Calédonie, en imposant un statut de façon unilatérale et en faisant une chose absolument épouvantable sur laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire va d'une part casser le début de contrat social qui était en train de se mettre en place à travers l'autonomie entre les communautés de ce pays,
Et d'autre part, et ça c'est au point important, va essayer de rendre minoritaire le monde kanak du point de vue électoral, etc., avec comme conséquence que désormais les solutions démocratiques à l'intérieur de ce pays vont devenir suspectes. C'est-à-dire que les gens ne vont pas pouvoir adhérer à ça. Et qu'il y a donc une méfiance qui va se mettre, et tout ça fait partie de l'identité historique du monde kanak. Et l'ignorer, c'est ne rien comprendre à, par exemple, tous les débats qu'il peut y avoir actuellement autour du problème du corps électoral, qui sont en fait les produits de cette période qui est ici. Donc une identité historique blessée avec un certain nombre d'éléments de rétablir des relations avec les différentes communautés. Et on voit bien que tout ça a posé et continue de poser aujourd'hui un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes importants. Alors, je vais laisser la parole ensuite à Emmanuel, mais simplement vous renvoyer au fait qu'au-delà des problèmes politiques sur lesquels moi je n'ai pas à parler ici aujourd'hui, c'est-à-dire les problèmes, est-ce qu'on est indépendant, pas indépendant, etc., etc., il y a parmi ces questions-là, ou au travers de ces questions-là, la question de cette identité kanak qui est effectivement posée. Et l'une des questions, c'est à mon avis une des questions clés. C'est-à-dire que quelle que soit l'évolution sociopolitique, le problème de l'identité kanak ne pourra pas se poser simplement comme celui d'une simple identité parmi les autres. Et que, si vous voulez, entre l'idée que la Nouvelle-Calédonie serait une société de communauté, est une idée à laquelle les Kanaks ne peuvent absolument pas souscrire, et que fondamentalement, pour eux, le problème est celui de société. Alors Maurice Godelier, un anthropologue, a opposé les communautés qui seraient des groupes socio-culturels dans des unités politiques où elles n'auraient pas de souveraineté et puis la société serait définie par la souveraineté. Eh bien, d'une certaine manière, le monde kanak est un monde sans souveraineté, mais qui n'a jamais renoncé à la reconnaissance de la souveraineté qui est la sienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice, pour cet exposé. Je passe donc la parole à Emmanuel Chibaou pour cette fois l'identité culturelle. Merci à tous de nous offrir l'opportunité de parler ici dans cette enceinte. Merci à tous ceux qui sont passés avant nous. Merci à Patrice pour le cadre qui est fixé par le propos ici. Ma partie, c'est sur l'identité culturelle. Donc c'est sur le cadre qui est abordé par Patrice que je vais partir. Dans la mesure où pour moi c'est un petit peu ce qui me permet de définir cette notion d'identité culturelle en Nouvelle-Calédonie. En abordant cette définition, il faut aussi reprendre ce qui a été en partie traité ici sur l'affirmation identitaire après les années 80. Comme dans les échanges coutumiers, comme dans la revendication indépendantiste, comme un préalable au dialogue social, juridique, politique ou culturel. Après, pour clore, je reviendrai sur le cheminement intellectuel qui a amené la création du centre et puis après du centre culturel Chibaou et la création contemporaine comme un vecteur d'une identité partagée, entre guillemets, le micro. Donc le cadre de départ, c'est définir définir à partir de ce qui a été proposé par Patrice là, Godin, de l'identité kanak, qui envisage les bases préalables. Ça nous permet d'envisager les bases préalables aux éléments de discussion sur l'identité culturelle partagée. Alors, on a vu dans ce qu'il a présenté la notion de Pewangen, qui est décrit comme un processus dynamique de recomposition. C'est essentiel à comprendre ici, parce qu'il s'inscrit au cœur de la notion d'échange entre la société et l'individu. C'est poser aussi la question de l'identité culturelle en Nouvelle-Calédonie, c'est partir d'un postulat de fait, on constitue une communauté d'hommes et de femmes qui partageant des valeurs, qui partageant des croyances, des langues, des traditions, une histoire, une expérience au monde
qui serait opposable aux autres peuples insulaires ou aux peuples continentaux. Déjà, ce postulat de départ, c'est un postulat qu'on peut remettre en cause déjà aujourd'hui, parce que on l'a vu dans les interventions précédentes, c'est difficilement, c'est un objectif qu'on peut difficilement atteindre, puisqu'il serait défini à chaque instant. La question, elle se pose aussi dans la mesure où on estime que, par l'intitulé même de la conférence, enfin du colloque, on dit que cette identité, elle pose le socle, enfin c'est un des socles sur lequel notre droit ici en Calédonie doit se fonder. Si c'est vraiment notre pensée, il faut le revendiquer en tant que tel, parce que c'est se donner la possibilité de nourrir cette approche du droit. Ça veut dire que les problèmes rencontrés, il faut les affronter et être en capacité par notre intellect, par notre capacité de rencontre et de comprendre le monde qui nous entoure, de concevoir un rapport différent à ce bloc-là, qui est le droit. Donc la manière c'est un petit peu notre manière de faire ici en Calédonie, où on dit que le rapport à l'autre, il est nécessairement nourri de cette phase de légitimation aussi sociale qui nous permet de nous ancrer les pieds sur terre et puis d'être en capacité de faire face. Lorsqu'on pose cette question-là sur ce postulat de départ, c'est aussi parler du projet politique qu'on a évoqué précédemment, où je ne sais pas si on promet ou on promeut une notion d'identité culturelle commune, mais qui est difficile à conjuguer dans le quotidien. Et c'est là un petit peu le chantier. Je ne sais pas s'il est engagé actuellement, c'est en tout cas le propos des interventions précédentes, c'est de se dire que notre parole, qui s'est formalisée dans les accords politiques, elle n'a de sens que si elle ne se pose en acte. Et c'est ce qui explique parfois le décalage qu'il y a entre le dire et le faire chez nous. Et c'est pareil dans le droit, on l'a vu tout à l'heure dans les exemples présentés. Et ça ne se fait pas sans heurts. D'où parfois les conduites de rejet. Je posais aussi l'exemple de rejeter sa propre identité. Pendant les années 70, au moment les plus forts du boom du nickel, par exemple, il y a beaucoup de familles Kanak et puis des familles vietnamiennes qui ont francisé leur nom parce que leur identité était fortement imprégnée de cette phase qui était celle de la négation de leur patrimoine, je ne vais pas dire génétique, mais leur patrimoine culturel. Donc c'est un petit peu l'histoire de notre pays qui s'inscrit au travers des événements politiques. Le fait d'affirmer cette notion du droit à l'identité culturelle aujourd'hui, c'est aussi rappeler que cette revendication s'est révélée pour beaucoup, du moins sous ses aspects les plus contemporains, parce que dans les propos du discours nationaliste kanak des années 80, on affirmait la culture comme un pivot de la revendication. Et donc, que du coup, c'était par ce prisme-là que devait être pris en compte, la revendication devait être prise en compte dans le socle des valeurs nationales. On parlait de lien à la terre, on parle de culte des ancêtres, la reconnaissance de nos langues, des systèmes de parenté qui prédominent dans l'ensemble des relations d'échange. Et à chaque fois, c'est une renégociation qui se fait au jour le jour sur l'abandon ou le gain d'une identité nouvelle en fonction des circonstances
de la vie. Je vais donner un exemple sur la notion de peuple kanak, où dans les années 80, on dit que émerge cette notion à partir de la fin des années 60, 1970, où on utilise ce terme comme un argument de revendication politique pour clamer cet ancrage dont on parlait ce matin. Et puis, c'est ce qui s'est formalisé aussi par la suite pour privilégier cette notion d'identité politique. On l'a vu faire précédemment, notre identité en tant que Kanak, toutes les identités, elles sont plurielles. Mais pour les besoins du discours politique, on a constitué un bloc qui était celui de se dire, ben voilà, nous, peuple kanak, on se pose en confrontation ou dans cette notion d'échange avec le peuple français. Donc c'est à chaque fois, je dirais, cette tentative de négociation et puis redéfinition des contours de cette nouvelle identité qui est desservie aux besoins, pour le coup, de la revendication politique des années 80. Mais c'est le nécessaire préalable à l'échange, puisque on l'a vu dans les exemples qu'a cité Patrice, à ce moment-là, la notion de fraternité dans l'échange n'était pas possible, puisque cet ensemble de notions était complètement écrasé sous le bloc de l'identité nationale, qui faisait valoir alors la supériorité des valeurs du monde occidental sur les autres peuples, et puis permettant ainsi d'asseoir la légitimation du discours sur la colonisation et puis aussi de l'évangélisation. Donc c'est un petit peu ce chemin intellectuel que l'on parcourt et puis auquel on se retrouve confronté aujourd'hui par les aspects pratiques qui sont de la vie civile, mais qui sont sortis directement de ce cheminement qui est né de la réflexion nourrie pendant les événements politiques des années 80. Et si on doit parler d'affirmation culturelle de Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, il faut bien prendre conscience qu'elle s'est révélée qu'en défaut, enfin par défaut, je ne sais pas comment on dit, mais de cette affirmation d'identité kanak. Et donc c'est ce qui explique aussi parfois le décalage dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Où notre société, on est passé de sujets d'études passifs, païens, du droit à des sujets d'acteurs politiques. Où maintenant on réclame, on demande à ce que notre société soit reconnue, et puis par-delà notre société, c'est aussi l'ensemble des valeurs qui prévalent aux communautés qui peuplent notre pays, et qui ont abouti par la suite aux accords politiques et aux différentes réformes de la Constitution. Donc la vie, il y a différentes phases de peuplement depuis 3000 ans jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et si dans les années 80, les peuples autochtones se sont fondus temporairement dans cette notion de nationalisme, celles de nos compatriotes migrants, elles se sont parfois aussi confondues dans celles qui étaient celles des valeurs d'unité nationale. Alors peut-être que les Gaulois, ils étaient un peu plus bronzés ici, mais en tout cas, c'est une manière pour chacun d'entre nous de se préserver, de se protéger, et surtout de se défendre, parce que c'est par ces blocs qu'on peut se poser en tant que référent et puis s'inscrire dans la relation que l'on voudrait d'échange fraternel. Mais bon, je disais à ce moment-là, toutes ces notions d'identité culturelle étaient beaucoup perçues comme des notions d'identité parallèle, sans véritable échange,
puisque pour beaucoup, c'était une forme d'avilissement de se frotter ou de se mélanger ou simplement d'intégrer ce qui était la rencontre avec l'autre comme participant de la constitution de sa propre identité. Et, je vais donner un exemple qui témoigne de ce rapport-là. On discutait tout à l'heure avec John Passa de ce qu'il disait ce matin sur l'insulte de bâtard. C'est un peu l'insulte suprême ici en Calédonie. Mais je donne un exemple. Nous, on est jeunes garçons, Kanak, l'insulte que nous, on se donne quand on va se battre. Et puis montrer que notre ancrage, il est plus fort que celui qui est notre adversaire. On se dit, toi, tu es de haut. Tu es de haut, ça veut dire tu es un mec d'où, tu n'as pas d'ancrage. Moi, qui suis d'ici, je suis capable de faire face et puis de t'affronter. Et dans ce qui est les critères de définition de l'identité culturelle, ça participe aussi de cette notion-là. Lorsqu'on parle à des Calédoniens, lorsqu'on parle à des Indonésiens, enfin des Calédoniens qui sont d'origine, qui sont ici en Calédonie, c'est un petit peu ce propos-là qui est aussi mis en avant parce que la pertinence du rapport à la terre, il est prédominant. Et, donc témoigner de ce rapport à l'insulte, c'est aussi, lorsqu'on étudie nos groupes, là, c'est aussi témoigner de ce qui est l'interdit suprême. Ça veut dire, voilà, ceux qui n'ont pas de terre, c'est ceux qui sont des cocos sur la mer, ils voguent, ils n'ont pas de racines. Et puis l'interdit sur la sœur, voilà, ça fait partie des choses qui sont les tabous de notre société, puis qui peut-être nous permettent de nous rapprocher les uns des autres, puisque c'est même dans la dispute, c'est le moment où on se fait face pour se donner des coups, c'est déjà peut-être les premiers pas vers la rencontre. Alors ça se fait à des frais, mais dans cette notion-là d'échange, je voudrais parler de l'exemple du centre culturel Tchibao qui est inscrit dans les accords de Nouméa, parce que si tant est que pendant les années 80, on a mis en place différentes structures pour essayer de valoriser le patrimoine culturel kanak et permettre aux communautés de se rencontrer, à chaque fois, ça a été des rendez-vous manqués. Et, donc pour la place du centre culturel Tchibao aujourd'hui, c'est un petit peu une place qui est nouvelle en termes de projection, parce que ça participe de l'identité culturelle du pays et celle de se recomposer avec les interactions entre les individus et la société. Quand je dis ça, je pense surtout au fait que créer un centre culturel pour une société d'oralité, c'est un petit peu un paradoxe, parce que c'est de vouloir inventer quelque chose qui existe déjà à l'état brut, à l'état naturel, mais qui a été pensé comme tel, parce que c'était le prisme par lequel l'Occident voulait bien concevoir que, enfin voilà, le rapport à la culture devait nécessairement s'articuler autour d'une création architecturale. Donc c'est quelque chose de nouveau inventé, et puis qui a permis par la confrontation, par la proximité aussi avec d'autres concepts, d'autres sociétés, de créer cet espace-là qui a été le fruit de ce cheminement, je vais dire comme ça, de ce cheminement des années 80 mais qui s'est formalisé après les accords de Matignon, par la création de l'Agence de développement de la culture kanak, et puis après par la création du Centre culturel Tchibao en 98 dans les accords de Nouméa.
La volonté étant, dans les accords politiques, l'esquisse du rééquilibrage économique et de la reconnaissance de la culture kanak. Donc les missions, à ce moment-là, sont centrées sur la valorisation du patrimoine culturel linguistique kanak, mais également promouvoir et susciter la création de références identitaires communes. Donc c'est assez... c'est assez complexe à mettre en œuvre parce que d'un côté, on va encourager et valoriser un patrimoine qui a été complètement beaucoup bouleversé par le discours colonial, et puis de l'autre côté, on veut promouvoir une dimension, la création de références nouvelles qui valorisent la rencontre vers l'autre, alors que 10 ans avant, ce n'était pas le cas. Donc c'est ce qui explique un petit peu je dis toujours cette notion de décalage et puis qu'il faut rattraper. Mais ce n'est pas quelque chose qui est inéluctable dans la mesure où je donne l'exemple de 1975, lorsque le festival Mélanésia 2000 se fait ici sur la presqu'île de Tina. On crée un spectacle qui promeut le mythe de Teakanake, qui est un mythe de la Grande Terre, de la région centre, qui est un mythe d'origine. Et puis on fait de ce mythe, avec son héros, Teakanake, l'ancêtre de tous les Kanaks. Donc pareil, là, on va se renégocier les contours d'une identité qui est celle d'un Djehu, d'un Nengone, d'un Adje, d'un Kharanchu, et puis de cette identité-là, je vais abandonner des prérequis, puis je vais dire, mais voilà, maintenant, l'ancêtre de tous les Kanaks, ça va être Teakanake. Et c'est quelque chose qui est communément admis aujourd'hui, et puis abordé dans beaucoup de discours lorsqu'on parle du terme Kanaki, Kanake, Kanak, où on est passé de cette dimension d'insulte à un projet de revendication identitaire. Donc, c'est cet exemple pour dire que c'est quelque chose qui est lent, mais qui se met en place. Donc, la création de ce mythe-là de Teakanake, dans le jeu scénique de Mélanésia 2000, a favorisé l'émergence de ces nouveaux ancêtres. Et puis, les accords de Nouméa ont inscrit quelque chose comme le centre culturel Chibao, comme la maison des richesses, où se dessinent, se chantent, se dansent, s'écrivent un peu les pages de cette identité, enfin cette nouvelle identité. Donc c'est un projet qui est lent à mettre en œuvre, parce qu'on doit abonder aussi dans la phase qui est celle de se reconnaître, et en même temps qu'on se reconnaît, légitimer des modèles qui sont nouveaux pour nos communautés, et on dit que cet ensemble-là vont constituer les références qui sont propres à l'ensemble d'entre nous. C'est un petit peu les objectifs aussi que l'on a voulu promouvoir dans le cadre du centre culturel, on a favorisé la création contemporaine, parce qu'il était essentiel aussi d'abonder la réflexion en partant du principe que l'identité des Calédoniens d'aujourd'hui, elle doit être définie par les gens d'aujourd'hui, mais avec un prérequis qui est celui de connaître son histoire. Et donc pour ça, il faut encourager la création, et en partant du principe que il faut édifier un capital symbolique qui valorise la place de l'homme d'aujourd'hui. Et voilà, c'est quelque chose qui passe également par la promotion et la connaissance de sa propre histoire, pour permettre de se projeter dans le présent déjà. C'est quelque chose qu'il faut nécessairement appréhender, et puis surtout comprendre, parce que c'est ça les stratégies que nos vieux ont eues à un moment donné, et puis
les phases qui ont amené à la création de l'identité calédonienne aujourd'hui, elles ont été nécessairement influées par un cheminement interne qui est celui de chercher du travail ou pas se sauver d'un conflit ou voyager simplement, et puis des phases qui sont des phases externes aussi, un rapport à la recherche. C'est un petit peu à chaque fois une idée je prends conscience de qui je suis parce que je suis confronté à un autre. Et c'est ce qui me permet d'établir une relation d'échange. Donc partager les références communes, c'est déjà partir aussi du prérequis que pour aller vers l'autre, il faut que je puisse l'identifier comme partenaire dans la relation d'échange, et puis par cette relation d'échange, faire nourrir cette notion d'identité culturelle. Les quelques exemples que je pourrais donner, c'est essentiellement autour des pratiques culinaires, et puis sur les vêtements, sur le tatouage, puis également sur la musique. C'est pour l'instant, hein, c'est ce qui est né de la phase de revendication des années 80, et puis avec laquelle on construit tous les jours un bagage symbolique qui nourrit cette notion d'identité culturelle. Pour terminer, je dirais que cette identité, elle est partagée, elle n'est valable que si elle est légitimée, et que si elle rend compte d'une réalité. Et c'est parfois la difficulté d'être confronté à un discours politique, et puis sur laquelle la réalité met du temps à trouver. Je parlais de la notion de Kanak, je parlais de la notion de l'histoire du centre culturel. Et puis, c'est ce qui met aussi en insécurité dans la mesure où l'histoire, elle n'est pas assumée. Et nous, pour se protéger, on rejette l'autre. Un prérequis aussi qu'on pourrait dire, c'est la nécessité de faire le deuil de l'ancien monde, du système colonial ancien, et puis qui a encore beaucoup de préjugés qui perdurent, mais également d'une société kanak romantique ou idyllique. Et cette opposition, aujourd'hui, elle a été pertinente à un moment donné, mais la difficulté maintenant, elle est de sortir de cette opposition de bloc pour pouvoir... celui qui était mon adversaire avant, c'était facile pour moi parce que je lâche rien, je garde mon identité. Et puis celui qui est là-bas, il garde son identité à lui. Mais dans la mesure où il devient un partenaire, il faut que je trouve un nouveau projet pour inscrire cette relation d'échange dans l'accomplissement. Donc du coup, c'est poser la question de cette conciliation, de cette négociation des identités partagées quand je suis parfois pas l'égal de l'autre. Quand je dis l'égal de l'autre, c'est social, quand je ne suis pas à son égal en termes de culture, parce que ma culture est déniée, je n'ai pas la reconnaissance. On a le cas aussi, par exemple, des communautés qui sont arrivées durant la période des années 80, qui étaient océaniens, et puis qui se sont aussi retrouvés peut-être dans cette dimension de se dire je ne suis plus de Wallis, ou je ne suis plus de Tahiti, ou je ne suis plus de Vanuatu. Je suis de Calédonie avec cette origine-là, mais on me rejette quand je vais à Vanuatu ou quand je vais à Wallis. Et quand je suis en Calédonie, on me rejette aussi parce que je suis pas d'ici. Donc c'est de ce monde-là que je parlais quand je disais de faire le deuil de l'ancien monde. Et voilà, c'est un petit peu la conclusion, c'est l'identité culturelle, c'est comme le droit, c'est un chemin que tout le monde peut assumer que si ça correspond à ce qui fait sens avec la manière de vivre. Et c'est l'exemple que l'on peut donner autour des drapeaux, où on veut construire une identité commune et puis pour autant on a deux drapeaux. Je ne donne pas d'avis, mais je dis simplement
c'est quand même complexe pour nos enfants de se dire qu'on construit un pays avec 2 drapeaux. Peut-être c'est bien si tous les autres pays ils ont 2 drapeaux. Comme ça, c'est plus facile dans la tête. Voilà un petit peu la teneur de ce que je voulais partager avec vous, et puis je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention très riche également. On a le temps pour quelques questions ou remarques. Je vais peut-être commencer en attendant que les autres viennent. Patrice, tu parlais dans ton intervention en propos introductif de cet adjectif kanak en disant qu'il est relativement récent. Est-ce que tu peux préciser un petit peu C'est ce qu'Emmanuel a expliqué, hein. C'est-à-dire que le terme kanak, qui est un terme emprunté aux Polynésiens, qui veut dire homme, et qui, dans tout le Pacifique, a assez rapidement une connotation assez négative, hein. C'est-à-dire c'est l'homme, mais l'homme de la brousse, l'homme sauvage, l'homme primitif, archaïque, marginal, etc., va servir à un moment donné plus spécifiquement à désigner, lorsqu'il est orthographié C-A-N-A-Q-E, le monde kanak, mais les Kanaks eux-mêmes le rejettent parce que c'est un terme dépréciatif. Et puis, dans les années qui vont, je dirais, voir l'émergence du mouvement indépendantiste, on va retourner l'appellation négative en la réorthographiant et en faisant un drapeau. Et donc, on va avoir l'identité kanak et ce tour de force que représente effectivement le jeu scénique de Mélanésia 2000, qui met en scène le mythe de Théun Kanaké, qui n'a a priori rien à voir avec le kanak d'origine polynésienne, mais qui va permettre de devenir, je dirais, l'adjectif de tout un peuple. Alors, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas uniquement cet adjectif-là qui va faire l'unité des gens. Comme j'ai essayé de l'expliquer, le sens d'une identité commune existe déjà, mais elle va là prendre un tour politique et le terme kanak va servir justement d'appellation et donner ensuite les dérivés, kanaki, l'orthographe en disant que c'est un variable en genre et en nombre. Enfin, il va y avoir toute une série de mesures de ce type-là qui vont entériner ça. Et puis là où ça devient complètement, c'est que ça va être constitutionnalisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va y avoir l'accord de Nouméa, l'appellation kanak va devenir une appellation tout à fait reconnue par la loi française. Donc c'est effectivement quelque chose à la fois d'ancien par certains côtés, mais de relativement nouveau, avec des aspects qu'il recouvre qui sont pour certains très anciens et pour d'autres plus récents. Voilà. Merci. Bonjour. Donc, j'ai une question pour les 2 intervenants. Je voulais juste savoir, tout le long sur vos exposés sur l'identité avec les ancrages, avec les mythes, etc., je voulais juste avoir votre sentiment du coup sur ce que disait Jean-Marie Tchibaou sur le fait que notre identité elle est devant nous. Comment est-ce que vous l'interprétez, vous l'analysez par rapport à ce que vous venez de dire? Merci. Mais je crois que il faut toujours rappeler ce qu'il dit ensuite, hein, c'est-à-dire vous prendrez notre image et vous la mettrez dans des niches, etc., pour vous construire. C'est-à-dire que l'identité est à la fois quelque chose qui est toujours déjà là, puisqu'on a hérité de l'identité de ses parents, et qu'elle va en même temps toujours en train de se reconstruire, et qu'on a face à ce que Bernard Rigaud appelait des processus tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui est figé, on est quelque chose qui est toujours en mouvement. Et je crois que Jean-Marie Tchibaou avait profondément conscience en disant il n'y a pas de marche arrière dans l'histoire, on ne va pas revenir à une identité, et puis Emmanuel l'a dit tout à l'heure, on ne va pas essayer d'idéaliser, romanticiser le passé. Le passé est le passé, et j'allais dire, c'est pas parce qu'on fait du droit que... Mais ça, c'était la chanson qui suivait. La vérité, c'est que donc on est dans quelque chose qui est à la fois, et c'est toujours le paradoxe dès qu'on travaille sur la société, on est à la fois quelque chose qui est nécessairement préalable pour que l'action puisse exister, et en même temps tout le temps en reconstruction. Et c'est cette double identité dont Jean-Marie Tchibaou a, je crois, profondément conscience, et il travaillait bien entendu pour l'avenir. C'est-à-dire que l'idée n'était de pas fétichiser ce passé, mais de
construire une société nouvelle, à la fois de redonner une dignité au monde kanak et en même temps d'ouvrir les conditions du dialogue, et que cette double objectif qui était le sien passait par tout un travail qui était un travail à la fois culturel et politique. Donc je crois que c'est ça, l'identité effectivement elle est toujours devant nous, elle est à construire, et c'est un peu ce qui a été dit dans les propos de Bernard ce matin, et dans les propos de John, et dans les propos d'Emmanuel. Moi, en tant qu'ethnologue, j'étais un peu plus sur le volet conservateur, mais je vous ai montré aussi comment l'histoire a même modelé cette identité. Elle est en perpétuelle transformation. En même temps, le fait qu'elle soit en perpétuelle transformation ne doit pas nous faire croire, nous modernes, qu'elle est soumise uniquement à des effets de mode et qu'elle n'existe pas. Elle existe. Et il y a un certain nombre de permanences, en tout cas sur des longues périodes de l'histoire, qui montrent qu'on ne peut pas tricher avec l'identité des gens. Je crois que c'est cette double notion d'à la fois d'un enracinement fort et en même temps de l'historicité des sociétés qui était un peu ce dont parlait Jean-Marie Tjibaou. Je ne sais pas si Emmanuel est d'accord avec ça, mais c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, je l'ai interprété personnellement. Non, je vais juste donner un exemple dans la langue, à Yengen. Bon, vous avez compris que l'identité kanak, c'est l'identité de Yengen. Hein. Absolument. On a oublié de préciser. Oui. Mais quand on dit l'identité, enfin, cette notion-là d'identité est devant nous, dans la langue, il a dit Patrice tout à l'heure, que quand on cherche à traduire le mot culture, on cherche à traduire la manière de vivre, on dit une notion double. C'est Hunman, ça veut dire tu restes, réside à un endroit, et puis Hunhan, ça veut dire tu avances. Ça veut dire que c'est à chaque fois une phase de repli, et puis j'avance parce que je sais que sur le chemin de ce qui est mon expérience de la vie, je vais rencontrer d'autres personnes, et puis ça va constituer une partie de mon savoir, de ma connaissance, de ma culture, et puis du coup intégrer mon propre patrimoine. Donc c'est voilà, pour donner un peu des choses complémentaires, en tout cas à partir de là. Une question peut-être pour Emmanuel, par rapport au centre Tjibaou. J'y ai travaillé 12 ans, donc c'est un petit peu plus spécifique à la fréquentation du centre, mais je voulais voir, c'est peut-être révélateur aussi de la compréhension de l'autre, et par rapport au type de public. On s'était rendu compte à l'inauguration du centre et ces années qui ont suivi que les Calédoniens fréquentaient peu le centre Tjibaou par rapport aux revendications kanak qui avaient été à l'origine de sa création. Et puis les Kanaks parfois le fréquentaient peu aussi parce que ça n'était pas assez kanak, pour parler directement. Du coup, je voulais voir si tu pensais que ça avait évolué depuis, et c'est peut-être révélateur justement de l'acceptation de l'autre et de la compréhension de l'autre. Pour moi, le projet, c'est un compromis. Hein. C'est pas le village d'Astérix, et puis c'est pas le musée de l'homme. Donc c'est un petit peu un compromis entre ce qui serait une représentation de ce qu'on promeut comme valeur, comme référence architecturale d'aujourd'hui. Et après, c'est ce qui explique aussi qu'à un moment donné, dans le projet architectural de Renzo Piano, il n'y avait pas de cases traditionnelles. Et puis les vieux, dans le comité de pilotage, là, les autorités coutumières, ils ont dit qu'il faut mettre des cases. Parce que si on ne sait pas, si on ne comprend pas l'architecture traditionnelle, mais on ne peut pas comprendre ce qui est l'architecture contemporaine. Et, c'est ce qu'il disait, que c'est plus nous, puis c'est encore nous, quoi. C'est toujours nous. Et après, pour ce qui est de traduire en termes de fréquentation, le rapport à l'image, il a changé aussi, du fait que, depuis 1998, en partant du principe qu'on fait 100 000 visiteurs par an, on a dépassé le million, quoi, presque. Donc la fréquentation, elle est beaucoup plus variée maintenant, et puis on a des Calédoniens qui viennent pour faire visiter le centre. Visiter le centre parce que ça participe
cette transformation du rapport à la notion même de Kanak, qui était fortement ancrée comme quelque chose de revendicatif, d'exclusif. Maintenant, c'est plutôt perçu comme une richesse, une chance de pouvoir connaître la culture des indigènes, des autochtones, parce que ça participe, moi, de ma culture aussi. Et voilà un petit peu en termes de fréquentation, oui, ça a changé un peu sur ce volet. Merci, je crois. Ah, si, encore une question, Serge, avant d'aller manger. Oui, merci beaucoup. Sur la question l'identité est devant. Alors, quand les anthropologues, les sociologues qui ont parlé tout à l'heure, et je me mets un peu dans le lot, bien évidemment, on est très habitué à ça, à cette dualité qui fait qu'à la fois les choses changent constamment et qu'il y a des références constantes. Je pense au clan dans un pays comme Samoa que je connais, mais c'est la même chose ici. Chacun peut se dire, Dieu seul sait ce que mes arrière-petits-enfants dans 50 générations considéreront qu'il faut faire ou ne pas faire pour rester dans la coutume qu'ils appellent là-bas face à moi. Mais moi, de mon vivant, je veux faire tout mon possible pour qu'il y ait une permanence dans l'existence du clan et dans l'existence de la terre où est ce clan, pour que cette identité du face à moi ou du clan subsiste. Donc bon, ça c'est pour dire un mot juste sur ce débat constant mais simple, où la coutume change tout le temps et en même temps l'identité, le sentiment d'identité doit être là et passe bien souvent en Océanie par ces valeurs fondamentales que sont la terre. Mais alors, les juristes là-dedans et le droit coutumier, parce que je suis pas juriste, mais j'aime les lire et je sais, et puis ça a été dit ce matin, qu'ils ont besoin d'eux et qu'ils sont friands de droit écrit. Plus justement s'accumulent les cas jugés en justice coutumière, plus on a tendance à les lire, à les mettre ensemble et puis peut-être même à en tirer des bases de données. Et à ce moment-là, que répondre à ceux qui disent, je pense à certains anthropologues, sociologues en France, immense danger, surtout ne jamais codifier la moindre parcelle de la coutume, parce que justement l'identité est toujours devant nous, et dès qu'on la codifierait, ne serait-ce que par la jurisprudence, on ouvrirait cet immense danger de répéter à l'infini finalement ce qui a été fait auparavant. Certains savent à qui je fais allusion, mais peu importe. Ce débat-là qui a donné lieu à plusieurs articles, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, enfin vous, si je puis dire, dans ce débat qui mêle à la fois les questions socio-anthropo et les questions juridiques? C'est bon, toi, tu le fais. Toi, tu n'as pas voulu signer ce papier. Non, je n'ai pas signé le papier. Oui, alors le devant nous, on a bien vu que tout à l'heure, ça voulait dire aussi la relation avec l'autre. C'est-à-dire que le problème du droit coutumier, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, il est à l'interface. C'est-à-dire il est dans la rencontre entre justement le monde kanak et puis l'ensemble de la société calédonienne. Donc de ce fait-là, il correspond à quelque chose. Et le fait qu'on ait justement choisi une démarche jurisprudentielle a cet avantage, me semble-t-il, de pouvoir à la fois exprimer l'interface entre le monde du droit et le monde de la coutume d'un côté, et de l'autre, effectivement, de préserver l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne va pas figer, on n'est pas en train d'écrire des codes. On est en train à un moment donné, d'enregistrer les sensibilités, les positions des uns et des autres, en sachant qu'elles peuvent évoluer. Et déjà, dans ce qui a été dit ce matin, cette évolution était problématique. Ce que je crois, c'est que
le procès qui est adressé dans les articles, enfin l'article auquel Cherkesov fait allusion, est beaucoup plus une réaction par rapport à l'identité même collective, c'est-à-dire à l'idée qu'il puisse y avoir, c'est assez paradoxal pour des anthropologues, quelque chose comme une identité justement collective qui apparaisse dans un droit qui, bien entendu, principalement axé autour de l'individu. Et ce que je crois justement intéressant dans l'enjeu actuel, c'est cette articulation-là, c'est-à-dire l'articulation entre un droit commun qui, lui, fonde autour de l'individu comme valeur, et de l'autre côté, la prise en compte d'un certain nombre de réalités qui sont des réalités sociales. Moi, je crois que c'est ça dont ils ont peur. Je crois qu'ils ont fondamentalement peur et c'est un peu inquiétant parce que c'est une représentation justement du collectif qui est très antagoniste par rapport à celle dont on parlait tout à l'heure avec Jean-Marie Tjibaou. C'est-à-dire celle de Jean-Marie Tjibaou, c'est l'idée à la fois, elle est déjà là, c'est un héritage, mais en même temps on continue de la construire. Et on a l'impression qu'eux, ils disent ah ben non, si on va fossiliser les choses. Et on va, à ce moment-là, autoriser l'exploitation des femmes, le déni des droits individuels, etc., etc. Et je crois que c'est assez curieux que ce soit des anthropologues qui aient pris cette position-là, parce que justement, d'une part, ça présente une assez grande incompréhension de ce qui est en train de se jouer en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui autour de ça, et ça interroge beaucoup sur la conception que ces gens-là peuvent avoir de ce que c'est qu'une société, une identité collective. Enfin voilà. Non. Merci à tous pour ces riches travaux et ces riches échanges. Les travaux reprennent à 14h. Christine, c'est ça? Pause déjeuner, on reprend, on se retrouve à 14h.